Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la comptabilité en partie double, un des principes fondamentaux de notre modèle de comptabilisation actuel. Pour l'histoire, il est crédité à Luca Pacioli, grande figure de la Renaissance italienne, d'avoir inventé la comptabilité en partie double. Même si ses détracteurs l'accusent d'avoir recopié cette manière de compter des commerçants italiens qui existaient bien avant lui. Vrai ou pas, le grand mérite de Pacioli fut cependant de faire connaître et de populariser la comptabilité en partie double. Il le fit dans le plus célèbre de ses ouvrages, La Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, plus connu sous le nom de Summa, et publié en 1494. Comme son nom l'indique, la Summa est une véritable encyclopédie qui réunit à des fins pédagogiques l'ensemble des connaissances arithmétiques et mathématiques de l'époque. La partie comptabilité n'y occupe pas moins de 36 chapitres. Pacioli y donne des conseils et rappelle quelques évidences. Pour faire des affaires écritées, il faut du capital, mais le plus important est que les autres aient confiance dans votre parole. Pour réussir, un marchand doit savoir calculer et tenir ses comptes, être ordonné et méticuleux. Pacioli se lance ensuite dans un exposé détaillé de ce que l'on n'appelle pas encore comptabilité à partie double, mais méthode vénitienne, à raison de son origine supposée. Comment remplir le mémorial, le grand livre et le journal, comment rectifier des erreurs en pensant des comptes d'écriture, comment établir la balance des bénéfices ou des pertes. Pacioli n'oublie rien. Elle fait l'objet d'écriture en deux comptes distincts, un compte et un compte de contrepartie, et s'adresse plus particulièrement aux entreprises traitant de nombreuses entrées et sorties financières. En résumé, pour chaque transaction financière, l'un des deux comptes doit être débité et l'autre crédité, de manière à établir impérativement une contrepartie. Ce principe permet d'équilibrer la balance des comptes et d'avoir des soldes créditeurs et débiteurs égaux. Si nous prenons l'exemple de l'achat de fournitures de bureau, cette opération impliquera forcément le mouvement d'un compte de trésorerie qui représente l'origine des flux financiers et le mouvement d'un compte de charge ou d'immobilisation ou autre qui représentera la destination des fonds, quelle a été leur utilisation. Avant de répondre à ces questions, tout d'abord adressons-nous aux profanes et aux apprenants. Deux concepts, le débit et le crédit. Le débit qui représente à la fois ou en même temps l'emploi ou l'actif, c'est-à-dire la destination, la manière dont utiliser la ressource. Encore, en quoi a été transformé le moyen? Les fonds ont été transformés en immobilisation, les fonds ont été transformés en stock, le stock a été transformé en créance, la créance a été encaissée. Donc il faudra comprendre que les comptes d'essence débiteurs sont les comptes de destination, d'emploi ou d'actifs. Exemple, les comptes de l'immobilisation, les comptes 3 stock et les comptes 5, c'est-à-dire la caisse, la banque, sont les comptes qui doivent être débiteurs. Quoique la banque peut être créditrice avec la présence d'un découvert bancaire. De l'autre côté, nous avons le crédit, qui peut être défini comme le régime, le moyen permettant de réaliser une opération. Par exemple, les créances ont été encaissées, les fournisseurs ont été payés, des subventions ont été reçues ou un prêt vous a été accordé. À l'image des comptes débiteurs, les comptes d'essence créditeurs sont des comptes de ressources, c'est-à-dire là où on puise. Donc les comptes de la classe 1 sont les comptes d'essence créditeurs qui représentent les ressources de la société. Les comptes fournisseurs qui notent l'origine des marchandises reçues sont des comptes d'essence créditeurs. Les comptes banques peuvent être créditeurs lorsqu'il y a la présence de découvert bancaire. Et il faudra noter que les comptes caisses ne peuvent être créditeurs car une caisse qui reçoit 100 000 francs d'un encaissement ne peut dépenser qu'à hauteur de ces 100 000. Les deux concepts sont simples mais très importants pour la comptabilité. De telle sorte que même les comptables sont réduits à ces deux notions que sont le débit et le crédit par les profanes. Donc en résumé, la comptabilité en partie double nous permet de présenter une image fidèle des états financiers de l'entreprise, d'enregistrer des opérations différées dans le temps, exemple des emprunts ou des provisions, de vérifier l'égalité des comptes de crédit et de débit, de donner une photographie de la situation financière de l'entreprise, des états de la trésorerie, l'évaluation de risques, des dettes, des créances.
En définitive, un bilan qui se présente en déséquilibre apparaît plus simple après avoir revu tous ces concepts. Il ne sert à rien de s'arracher les cheveux, une simple revue des comptes vous permettra de résoudre ce problème. Donc, au regard de tout cela, la comptabilité en partie double permet d'avoir une vision plus globale de nos opérations. Notons aussi que l'acte uniforme du droit comptable de l'information financière rend obligatoire la tenue d'une comptabilité en partie double dans son article 17, paragraphe 2. J'espère avoir apporté des éclaircissements sur le pourquoi de la comptabilité en partie double. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez connectés et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.